Latif Ouboni, bonsoir. Omiad, bonsoir. Bonsoir à chacun. Bonsoir à tous. À vos côtés, Théodore Onsa, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Journaliste, les deux. C'est pourquoi on est de ce côté d'ailleurs. François-Xavier Noumon, chroniqueur, bonsoir. Chroniqueur invité. Je vous salue et je salue tous les Béninois qui nous regardent ici et ailleurs. Et d'ailleurs. Oui, voilà. Très bien. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent un peu partout, en dehors du Bénin. Vous nous suivez pour la première fois. Prenez désormais le rendez-vous. C'est sur télé du lundi au vendredi à partir de 19h jusqu'à 21h. La manche que nous abordons, c'est bien la tribune politique. Et nous parlerons de Abomey-Calavi. Abomey-Calavi qui aura son hôpital de référence puisque la mobilisation des ressources est faite. Un accord, une signature d'accord a été faite même aujourd'hui. En présence de l'agentier national, du ministre en charge de l'économie et des finances. Donc 116 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction donc, de cet hôpital. François-Xavier Noumon, Abomey-Calavi, toujours Abomey-Calavi. Oui, une promesse un grand projet, un pas important du programme national du gouvernement qui est en passe de devenir réalité. Beaucoup ont pensé que c'était un mirage quand l'exécutif proclamait pouvoir mettre en place en accord avec les hôpitaux de Paris un hôpital de référence. Mais là, on a aujourd'hui tous les sceptiques ont réponse à leurs questions. Le Bénin vient de sécuriser le financement de cette importante infrastructure qui devrait être une première dans notre pays, parce que au-delà d'Abomey-Calavi, ce sera la première structure de référence en matière de santé au Bénin, et par rapport à ce qui a été envisagé par le chef de l'État, sera au diapason de ce que nous pouvons voir de mieux dans la sous-région, en Côte d'Ivoire avec la PISA par exemple, ou au Ghana avec l'hôpital universitaire de Legon, donc il y a au Nigeria aussi. Donc c'est une infrastructure importante qui devrait changer véritablement les réalités de prise en charge des patients et apporter plus d'efficacité, offrir un plateau technique de pointe pour rehausser un peu le niveau de soins des malades et diminuer in fine le coût faramineux des évacuations sanitaires. Très bien, une cagnotte importante, ce sont 15 millions d'euros, 116 milliards de francs CFA, c'est quand même important. Un hôpital de référence d'abord, c'est quoi? Non, je pense que c'est, on va dire, le mieux qu'on peut proposer en matière de centre hospitalier. Et quand le gouvernement l'annonçait, il voulait la chose mieux que tout ce qu'il y a dans la sous-région, au Ghana, François l'a déjà dit, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Donc quand vous voulez mieux que ça, il faut une minutieuse préparation, il faut un plan, bien évidemment avec patience, mais surtout il faut savoir chercher les fonds sans beaucoup se trouer la poche du futur, si vous voulez, sans beaucoup s'endetter. Je pense que les conditions dans lesquelles, ou plutôt les conditions de remboursement en matière de taux d'intérêt sont des conditions tout à fait intéressantes. François dira quand il va très rapidement faire les calculs en bon chroniqueur de la chose, mais je pense que on a là une projection intéressante, parce que François une fois encore avait parlé des sceptiques. Il y a pas que les sceptiques au Bénin. Quand un dirigeant vient commander ce pays-là, il y a quand même des chantiers, on sait, qui s'annoncent mais qui ne se font presque jamais. Par exemple, quand vous êtes dirigeant, vous parlez du contournement nord de Cotonou, on se dit oui, c'est bien beau, mais bon, c'est un politicien, on verra. Ça, c'est un. Quand vous parlez de la gestion des problèmes pluviaux, l'évacuation des eaux à Cotonou, quand vous promettez ça, les gens se disent c'est bien, bon, ça peut être très bon comme projet sur le papier, bon, c'est un politicien, on verra. Il en est de même aussi pour des grands projets comme celui de projeter avoir mieux que tous les autres pays de la sous-région une plateforme de prise en charge sanitaire. Donc aujourd'hui, bien évidemment que... On allait d'ailleurs
l'espace avec les équipements aussi, le plateau Oui, technique. tout à parce fait. qu'il ne sert à rien d'avoir quand même un hôpital, de référence. Non, il y a sans, tout. Il y a sans l'espace, l'équipement. les hectares en la matière, il y a l'espace, mais l'équipement au-delà, mais il faut attirer aussi, il faut attirer ceux qui vont animer. Donc ça voudra dire qu'il faut aller au-delà la compétence. La compétence. Parce que nous, on présente, on présente de point de vue stratégique quelque chose que plusieurs pays n'ont pas. C'est-à-dire que on est à même d'être un pays de tourisme sanitaire. Ça, c'est un élément très intéressant. Je pense que ce premier pas, qui est un pas énorme que le gouvernement vient de poser, qui va nous permettre d'avoir dans 36 mois exactement cette infrastructure-là. Ce pas-là sera le premier, mais pas le dernier, parce que, comme je l'ai dit, quand vous voulez que beaucoup de Nigérians viennent se soigner, quand vous voulez que avec quelques minutes, peut-être à coup d'un hélico ou d'un avion, les gens quittent Lomé, venir se faire soigner. Quand vous voulez attirer des évacuations du Burkina Faso ou même du Niger, de la Côte d'Ivoire, un peu partout, il faut avoir un de ce qui est en train de se dessiner à Abomey-Calavi, mais peut-être encore deux. Donc je pense que un bon projecteur, un bon calculateur de développement et un bon planificateur de développement, ce qui se fait là n'est que la preuve que nous pouvons et que nous pouvons encore plus. Le CNHU de Cotonou aura donc une structure concurrente, d'ailleurs de taille, parce que ce ne serait pas à comparer puisqu'on parle d'un hôpital de référence. Oui, ça ne sera pas du tout à comparer, hein, parce que tout le monde reconnaît aujourd'hui que le plateau technique du CNHU est vraiment vieillissant et que le gouvernement fait assez d'efforts pour quand même arranger, puisque c'est le seul hôpital de référence que nous avons pour le moment et qui fonctionne depuis des années. Le bâtiment, donc vous voyez, quand vous rentrez en tout cas dans les bâtiments, dans les salles d'hospitalisation, d'opération, c'est véritablement de la vétusté même. On essaie d'arranger le gouvernement précédent a essayé d'arranger, de construire ce qu'on peut construire pour donner une certaine, quand même, sentiment de vue, une certaine viabilité à ces endroits-là pour permettre aux travailleurs, aux médecins et tout, de travailler dans de très bonnes conditions. Mais toujours est-il que le CNHU est vraiment vieillissant et qu'il faudra penser à autre chose. Et comme gouverner, c'est prévoir. Voilà, le gouvernement vient de boucler complètement et ce ne serait véritablement pas la même chose. C'est un hôpital de type nouveau, plateau technique de la dernière génération, et on aura à côté de ça, c'est de la compétence. C'est vrai qu'il y en a qui sont formés de l'autre côté du CNHU, mais qui n'ont pas en tout cas le matériel pour travailler véritablement, et qui sont obligés de se trouver une bourse après on cherche à rester peut-être en Europe, parce que nous en avons, hein, et nous en avons suffisamment des médecins rompus, de très bien, qui connaissent le métier, qui inventent, qui réfléchissent. Nous en avons aux États-Unis. Moi j'en connais qui est resté aux États-Unis, au Texas depuis 23 ans, un Béninois, bien connu, recherché, mais qui travaille correctement. Je taire son nom pour ne pas le faire de la publicité, mais qui travaille depuis 23 ans, il n'est pas rentré. C'est en 2017 qu'il est juste venu pour faire quelques jours, même 5 jours. Juste 5 jours, il est reparti. Et donc, c'est peut-être pour corriger tout ça que le gouvernement a décidé d'installer une base, en tout cas pour que ceux qui bénéficient des bourses puissent rester, parce que quand, dans le domaine de la santé, quand ils ont la chance de voyager, vous allez en France, vous avez des Béninois, médecins, beaucoup d'ailleurs, qui sont très bons. Les gens disent toujours que ne serait-ce que Paris, la région parisienne, les médecins béninois, il y en a plus qu'il y en a au pays. Alors, ils sont très bons, ils connaissent bien le métier. Peut-être de l'autre côté, ils ont appris. Ils sont au même diapason que la technologie, tel que ça évolue. Ils ont le matériel pour travailler, pour faire des interventions qu'il faut. Et donc, je crois que ça viendra corriger le manque en tout cas d'infrastructures dont on dit, parce que vous savez, la ressource humaine, elle est au cœur de tout. L'homme est au cœur de tout. Il faudrait qu'on soit en bonne santé pour accompagner, pour travailler, comme on le dit, et le gouvernement a très bien vu en instaurant ça. Je rejoins la Tiboni qui dit
écoutez, il faut abommer un truc, un hôpital de référence comme Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, avec sa démographie, sa densité démographique, vous savez, Abomey-Calavi aujourd'hui, on peut déjà en faire une ville à partir de Godomé et tout. À Kassato, la ville s'étend jusqu'à ce niveau. Et bientôt, l'aéroport de Glodibé avec la zone économique, c'est toute une projection, c'est toute une vision. Et pour cette zone, sans oublier la cité administrative qui est prévue, les logements sociaux à Wedo, à Révier, etc. C'est très important. Il faut penser à Sémécodi, Porto Novo et tout, pourquoi pas, et un hôpital de référence du genre de l'autre côté de Parakou ou de Djougou pour rendre, en tout cas aider la population à se faire soigner valablement et correctement. Latif Bouni parlait des évacuations. Nos compatriotes aiment bien quand il s'agit quand même de corriger ou de trouver solution à certaines pathologies. On aime aller en Afrique du Sud, on aime aller à Paris, on aime aller dans d'autres pays. Pas qu'on aime, souvent on n'a pas le choix. Oui, bon, oui. Quand on a ces pathologies, bien évidemment. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de limiter un peu ces sorties et donc de se concentrer sur quand même une infrastructure sanitaire à la hauteur des attentes. Oui, effectivement, cette infrastructure viendra gommer un peu quelques défaillances dans notre système, même si ce ne sera pas la panacée, parce que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rattraper des années de défaillance. Encore que, même quand vous avez un plateau technique de pointe, il faut encore il faut que ceux qui y travaillent puissent appréhender le plateau technique. C'est pour ça il faut le temps, se familiariser, il faut le temps, il faut développer une expertise autour. Pour pouvoir être capable dans quelques années de traiter des pathologies qu'on ne traitait pas avant. Donc je pense que déjà, en premier lieu, ce que permet un hôpital de référence, un hôpital de pointe, un plateau technique moderne, c'est d'abord d'améliorer le diagnostic. Ce qui tue le plus dans nos pays, ce ne sont pas forcément le traitement, mais c'est d'abord le diagnostic. C'est d'abord le diagnostic c'est le premier niveau auquel on doit progresser, parce que simplement s'il y a certains qui attendent d'aller en Afrique du Sud, d'aller en Inde, ainsi de suite, pour avoir ne serait-ce qu'un diagnostic précis et concis avant même d'envisager le traitement. Donc je pense que c'est la première bataille qu'il faut gagner, et ça ne se gagne qu'avec, c'est vrai, du personnel bien formé, mais du personnel qui travaille avec des instruments adéquats à même de les aider à faire les bons diagnostics. Et après, il est question de parler du traitement. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on pourra tout traiter dans notre pays. Si vous prenez des pathologies assez graves comme le cancer, on a du chemin à faire. Si vous regardez la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est le branle-bas de combat, parce que je pense qu'ils viennent d'ouvrir leur 3e centre d'oncologie. Donc il y a beaucoup de pays qui sont en avance sur nous. Nous, la première bataille qu'on a gagnée, c'est d'améliorer sensiblement le plateau technique à disposition. Il y a le projet ARCH qui est en train de se dérouler aussi concomitamment, pour permettre à ces citoyens qui doivent bénéficier d'une couverture sociale et sanitaire de pouvoir se soigner dans les meilleures conditions. Et je pense que ce n'est pas seulement pour répondre à la question aux préoccupations de Théodule, il n'est pas question seulement d'Abomey-Calavi, parce que ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, le ministre de la Santé était sur un site à Ouida. On parlait d'hôpital de référence également avec un laboratoire de pointe. Donc je pense que c'est un projet à vocation nationale. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous permettez, aujourd'hui, il y a eu un atelier de validation d'un plan de réhabilitation des centres de santé. Donc, bien évidemment, qu'il y a par endroit, dans certaines zones sanitaires, des projets de construction d'hôpitaux de référence, mais au-delà de et d'ailleurs, avec cet aménagement, on pourrait dire d'infrastructures sanitaires, nous parlons plus maintenant des CHU, centres hospitaliers universitaires. C'est quand même également des infrastructures sanitaires qui pourraient permettre également à ceux qui apprennent ou ceux qui se retrouvent en médecine de continuer aussi les stages de perfectionnement, un certain nombre de choses. Au-delà des stages, vous savez, on va dire, l'architecture est graduelle.
des centres communaux aux centres départementaux, aux centres universitaires, à ces niveaux de référence, c'est plusieurs paliers, bien évidemment. Donc je pense que tout est calculé. On est dans un travail, on va dire, dans un maillage progressif, mais intelligent. Donc, ceci dit, il n'y a pas à craindre qu'il y ait une zone qui ne trouve pas pour son compte. Mais il faut quand même aussi être logique. Des hôpitaux de référence, on ne peut pas les implanter dans tous les arrondissements. Donc, ceci dit, il y a un travail déjà, même avant. Parce que quand on voit déjà la Cayotte, c'est beaucoup. La Cayotte, 116 milliards. Il ne faut pas construire des hectares et ne pas pouvoir trouver aussi des gens pour animer ou même de la clientèle. Parce qu'au-delà de tout, les hôpitaux, il faut payer. Quand vous faites un hôpital de référence, tous les latifs ne pourront pas y intégrer. Heureusement que François Xavier fait bien de parler de couverture de couverture sociale. Donc, tout le monde ne peut pas se payer certains traitements. C'est pourquoi certains d'ailleurs vont en Afrique du Sud et d'autres pas. Tout est là. Et donc, je pense que ce que le gouvernement fait dans ce secteur-là, on va dire, est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour rattraper un peu cette léthargie, ce sommeil-là que nous avons eu depuis que peut-être le blanc est parti, même si les efforts ont été faits. Mais je pense qu'il y a un réveil aujourd'hui qui permet d'espérer une certaine certitude demain quand quelqu'un sera face à la maladie. Très bien. Alors, on parlait d'Abomey-Calavi, c'est pas loin. D'Abomey-Calavi, cette commune, c'est bien Zé qui également bénéficiera pas d'une infrastructure sanitaire, peut-être plus tard, même pour le moment, d'un grand marché régional à bétail. Une infrastructure marchandine. Voilà, Théodule, ça, on pourrait dire, Zé sur les traces de Gogounou. Oui, Zé sur les traces de Gogounou, il le faut, parce que quand vous allez dans la zone, et en tout cas, il y a de l'espace, il y a encore la verdure, et le gouvernement, ça dit, a très bien vu. Ça fait, Zé fait quand même le centre, parce que quand c'était prévu, c'était Adjabo qui était annoncé, certainement qu'il y a d'autres projets qui vont toucher Adjabo, et donc on a choisi aujourd'hui Zé. Je crois que c'est très important. Ce type de projet, il y en a au Niger, où il y a un grand marché régional de vente de bétail. Je crois que c'est à applaudir, c'est le ministre qui l'a annoncé, ça a été véritablement étudié, et donc ça va permettre en tout cas à tous nos amis, nos frères, nos étudiants, tous ceux qui ont fait ces études d'avoir de la matière pour travailler. Parce que quand on parle d'élevage aussi, c'est à l'université ou en tout cas les gens ont les notions, mais la pratique même ça pose problème. Et je crois que ce problème sera réglé, ça permettra... La pratique, c'est pas dans ce marché. La pratique, ça se fera également parce qu'il faut savoir quels sont les... Il y a le marketing quelle partenaire souffre, c'est un peu, c'est un peu de tout. Il y aura un peu de tout là. Je crois que c'est un grand projet que nous acclamons, nous attendons nous ne doutons pas en tout cas de son exécution, de sa réalisation. Ça c'est clair parce qu'avec le président... D'ailleurs c'est lancé, le ministre l'a lancé hier. François Xavier, le premier mandat du... On est justement dans le premier mandat, dans la continuité, donc je me permettrai d'asseoir. Nous sommes donc dans la continuité, c'est clair, c'est important. Il vous provoque et vous répondez à sa provocation. François Xavier Noumon, marché de bétail. Oui, une infrastructure pour centraliser un peu, pour, disons, assainir un peu le désordre qu'il y a dans la commercialisation des bétails, parce que il faut dire que depuis des années, il y a un sérieux, on va dire, désordre ou indiscipline dans tout ce qui est commercialisation du bétail. Il est important de faire par région des points relais où tout le monde peut facilement y avoir accès, et qu'on sait surtout pour c'est important et capital pour tout ce qui concerne l'épidémie, ainsi de suite. Il est plus facile de centraliser ces points-là que de permettre à tout le monde d'ouvrir des petits marchés un peu partout. Donc je pense que c'est un projet plutôt bien pensé, et ça devrait changer un peu disons
fluidifier un peu le trafic entre le nord et le sud, puisque la plupart du cheptel vient du nord. Donc ça devrait permettre de densifier, de redynamiser un peu le secteur de l'élevage. Quand on parle d'un marché régional à bétail, cela suppose qu'on voudrait quand même conquérir d'autres territoires par le Bénin. Oui, évidemment. Ce n'est pas loin d'un bassin vivrier également. Donc, il y a, si vous mettez ça en parallèle avec les marchés qui doivent être construits, c'est un point de rencontre. Donc, il n'est pas inintelligent de mettre cette infrastructure aussi dans ce coin. Si vous voulez, parlons de Gogounou, certainement. Vous connaissez de Gogounou. Serait-il de Gogounou? Non. Il n'est pas de Gogounou. Pas de Gogounou. Non, on peut parler de... Ça, c'est la meilleure des réponses à un chroniqueur. Donc, je pense qu'on peut parler de Zé comme on parlerait en fait de Gogounou. Il s'agit d'une réalité que nous vivons tous les jours, mais qui, dans la structuration, dans la prise en main de la chose par l'État, n'a pas été effective depuis toujours. À savoir que, autant que nous sommes, on a au moins une fois été confronté à ce besoin-là d'avoir un caprin, d'acheter des bétails de ce type pour les cérémonies, pour les fêtes, voilà, la tabaski pour ce qui est des gens de la confession. La tabaski surtout. Oui, la tabaski. Mais bon, pour nos fêtes par ailleurs, voilà. Ceux qui affectionnent quand même par tout exemple, à fait. Donc, le mouton, on a toujours été confronté à ces besoins là, et c'est dans le quotidien qu'on le vit, mais l'État a toujours été absent dans ces types d'activités, ce qui bien évidemment à des moments donné, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner, mais au-delà de ça, ça pose d'autres problèmes de fluidité de la circulation, mais d'insécurité aussi. Quand quelque chose n'est pas réglementé et que vous avez dans un petit coin deux bouviers qui animent un petit machin, ils sont à la merci des malins, et je peux vous jurer qu'il n'y a pas grande insécurité que des zones qui ne sont pas contrôlées où de telles activités se mènent. Parce que un bouvier qui amène 10 bœufs, qui écoule, les gens savent forcément qu'il a de l'argent. Donc, je pense que nous sommes en train d'assister à un État qui se réveille et qui voit ces petites choses à faire pour quand même le bien-être des populations, pour la sécurité des populations, mais on va dire aussi pour quand même ces petites recettes qui l'échappaient. Et donc, c'est intéressant pour l'assainissement et pour cette belle ville qui se bâtit petitement à Cotonou et ses environs. Et donc, je pense qu'il s'agit déjà de ça. Au-delà de ça, l'aspect international, il n'y a que à faire attention dans les grandes voies du Burkina, les bétails viennent dans les camions du Niger, les bétails viennent des camions. Tout ça, c'était déversé peut-être à Sémekbodji ou en tout cas dans un coin où on peut, voilà, à Glanganda. Donc aujourd'hui, on a un point de repère pour ces étrangers-là, mais aussi un moyen, on va dire, de prendre ce qui revient à l'État comme recette, parce que quand même ça emprunte les routes, il y a aussi les collectivités locales en bénéficient quand même. Bon, de toutes les façons, que ça soit j'ai vu des choses que vous n'avez peut-être pas vues une fois. Ou que je n'ai pas souligné. Malheureusement, je pose des questions, je ne parle pas. Voilà. Donc, on va finir très rapidement. Les collectivités locales, à Gogounou, un peu partout. Au nord, en tout cas, il y a des petits marchés. Au nord, il y a un peu partout des petits marchés comme ça, destinés au bétail. Bien évidemment qu'il y a une certaine présence quand même des collectivités locales, qui a aussi peu ou prou une certaine présence de l'État. C'est pas encore très bien structuré, c'est un retard qui se rattrape. Tout ça, je pense que ça entre dans un ensemble d'éléments qui montrent que nous faisons des petits pas, mais des petits pas important.
Le Bénin peut se réjouir de ce que nous disposons de semaine en semaine d'un certain nombre d'instruments juridiques pour favoriser un certain nombre de choses, entre autres le code sur l'électricité qui a été quand même voté par la 8e législature. François Xavier Noumon, quelle appréhension vous avez? Je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire. Et ce n'est pas un euphémisme que de le dire. La libéralisation du secteur de l'énergie, la production, la distribution et le transport, j'ose dire que ça a été rêvé par Yahi Boni dans le précédent gouvernement. Et je pense que c'est le Togo qui avait mis la pression pour que cette étape soit franchie. Parce que comme beaucoup de pays en Afrique subsaharienne et dans les pays pauvres comme le nôtre, on est dans une profonde contradiction, dans une profonde aberration. On n'est techniquement pas en capacité de financer le développement de l'électricité parce que ça coûte extrêmement cher. La production coûte cher, le transport coûte encore plus cher. Dans notre pays, par exemple, jusqu'en 2016-2017, on perdait environ 30% de l'électricité qu'on produisait. Le peu qu'il y avait se dispersait sur les lignes à hauteur de 30%. Je pense que ce chiffre a été ramené un peu à 17%, simplement parce que les infrastructures sont très vétustes. Et ce n'est pas seulement le Bénin, le Nigeria vit la même chose. Le Nigeria, souvent quand on nous dit le Nigeria nous vend de l'électricité, c'est vrai. Le Nigeria nous vend de l'électricité, mais pas parce que le Nigeria a beaucoup d'électricité. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parfois des Nigériens, et je l'ai entendu, il y a un Nigérien qui était venu au Bénin pour la première fois. Il a constaté qu'il y avait la disponibilité de l'énergie. Il s'étonnait parce que franchement, même dans son pays qui nous vend de l'énergie, il n'y a pas le vendeur en manque. Le Nigeria avait avancé dans le côté juridique aussi, parce qu'il y a beaucoup de producteurs privés, beaucoup d'États qui peuvent construire leurs lignes de transport, mais seulement c'est parce que les lignes de transport sont tellement défectueuses que des producteurs, les dissous comme on les appelle chez eux, se retrouvent sur les bras avec des mégawatts potentiels qui n'arrivent pas à acheminer. Donc c'est cette partie qu'ils vendent au Bénin, au Niger, ainsi de suite, pour pouvoir rentabiliser un temps soit peu leurs investissements. Donc c'est tout un ensemble que le Bénin courageusement vient c'est un coup de pied dans la fourmilière que le Bénin vient de réaliser, et un pas important, simplement parce que pour un État responsable, c'est l'essentiel, c'est que les citoyens aient accès à l'électricité. Je vous rassure tout de suite, beaucoup de privés ne faut pas se jeter dans le transport, par exemple, parce que c'est un secteur qui ne rapporte pas beaucoup et qui est très exigeant. Mais par contre, dans la production et la distribution, qu'est-ce que ça change pour le Béninois normal? Ça veut dire que dans quelques mois, le Béninois normal n'aura plus pour seul interlocuteur la SB2E. C'est-à-dire que si vous en avez les moyens demain, vous pouvez vendre de l'électricité. Si vous arrivez à trouver un producteur qui vous fournit de l'électricité, au même titre que la SB2E, vous pouvez vendre de l'électricité, donc vous pouvez faire jouer la concurrence. Si la SB2E vend son électricité, je prends un exemple, à 100 francs le kilowattheure, si vous êtes en capacité de le vendre à 90 francs, l'État vous le permet de le vendre. C'est ça, c'est un changement fondamental. Et ça rejoint le libre marché, le marché libre de l'électricité des pays ouest-africains. Il y a une importante réunion qui a été tenue à Cotonou il y a quelques mois de cela pour constituer un marché africain de l'électricité. Ça voudra dire quoi? Comme en Europe aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à Cotonou à un distributeur ivoirien ou un distributeur sierra-léonais ou nigérian, selon vos moyens, selon vos préférences, vous pouvez aller acheter de l'électricité de ce côté-là pour permettre, en fait, ça va permettre un peu ça va offrir d'autres possibilités au consommateur final. Et justement, quand on a quand même plusieurs fournisseurs ou plusieurs vendeurs, on a quand même le choix. Et on peut très rapidement avoir quand même des prix concurrentiels. Le secteur est ouvert désormais au privé aussi. Le secteur ouvert, la concurrence est là, ce qui oblige en tout cas les fournisseurs et tout à offrir, c'est-à-dire la qualité d'abord et la qualité en tout cas aux demandeurs, et puis le coût. C'est-à-dire on n'aura plus de problème de demande où la population demande à installer des compteurs pendant plusieurs mois. On n'en a jamais eu, ça ne vient pas. Ou c'est la facturation qui pose problème, ou c'est le coût
en tout cas l'entretien qu'on calcule et qui dépasse parfois la consommation par endroit. Et donc la concurrence serait très ouverte. Chacun sera obligé d'offrir le meilleur pour ses consommateurs et avoir la qualité, parce que le produit même qui sera vendu, l'énergie même, il y aura c'est-à-dire l'autre produit qui doit consommer l'énergie. Je veux parler même des ampoules. On ira jusqu'à fabriquer des ampoules de qualité qui consommeraient moins des LED. Parce qu'on parle de LED. Est-ce que tous les LED ne sont pas LED? Il y a tout ça qui rentrera en jeu. Et donc, il y a des LED qui sont LED. C'est-à-dire vilaines. Non, je pense effectivement que nous n'avons pas Est-ce que c'est ce qu'a compris la SB2E, par exemple, qui permet aux PMI, aux PME également d'avoir le raccordement gratuit? Est-ce que ils mesurent l'enjeu les agents? Il y a un certain nombre de choses en cours dans le domaine qui profitent d'une manière ou d'une autre à l'entreprise étatique aujourd'hui qu'est la SB2E, à savoir l'accompagnement déjà depuis quelques années. Depuis l'existence des 2 compacts du Millennium Challenge Account. Donc il y a un certain nombre d'éléments, de choses qui sont en train d'être mises en place, qui ont énormément profité à la SB2E. D'ailleurs, nous sommes là dans la continuité de ces choses-là, à savoir que les Américains passent ces 2 packs, donc du Millennium Challenge Account, nous ont d'abord réveillés, nous ont accompagnés. Ensuite, on est arrivé à un moment où courageusement un régime s'est dit il faut aller au-delà de l'aide. Il faut aller au-delà de là où, quand on nous a tiré la main, on nous a mis. Donc ça a conduit très rapidement d'abord à un travail au niveau juridique, à un assainissement, un sérieux travail donc législatif, ensuite qui débouche sur la libération de la libéralisation, si vous voulez, de ce secteur-là. Donc bien avant d'amener les concurrents, on va dire, le gouvernement a quand même aidé la SB2 déjà à être équilibré, notamment en épongeant les dettes. Je pense Auron, là, le ministre de la Communication l'a dit l'autre fois, on n'a plus une structure, on va dire, qui se touffe sous le poids de la dette. Donc, je pense que c'est un mouvement d'ensemble qui, là, s'achève, et on va assister à quoi? Dans les images, tout de suite, c'est par exemple cet investisseur nigérien qui, malgré qu'il produit au Nigeria, qu'il a les moyens de construire encore d'autres sources de production d'énergie, et qu'il a peur parce qu'il ne peut pas les écouler à cause du réseau de distribution défaillant, de transport défaillant, peut décider, par exemple, parce que le cadre est bien élaboré, que nous sommes dans un état tout à fait calme, sans insécurité, venir carrément produire ici. On peut rêver aussi avoir des Émiratis qui, parce qu'ils ont des moyens, cherchent des zones d'investissement, vont également venir produire de l'énergie. Donc, la terre est tout de même fertile quand on sait que nous avons quand même des potentialités. Tout à fait. Les cours d'eau existent, donc le soleil, la production, c'est favorable tout de même à l'investissement. Oui, c'est favorable à l'investissement dans le solaire. Pour les centrales hydroélectriques, les privés s'en méfient un peu parce que ça demande beaucoup d'autres investissements, mais ce sont des investissements préférentiels pour les États, et ça permet de produire si à titre de comparaison, 1 kWh produit par centrale hydroélectrique est relativement moins cher que ce qui est produit par centrale thermique. Donc c'est même dans notre pays, je pense qu'il y a le projet de revivifier Nanguetor. Je pense qu'il y a des projets aussi dans ce sens pour permettre élargir le parc de production de notre pays. Ce que je voudrais dire, c'est que cette loi intervient bien parce que ça pourra permettre à 2 producteurs, par exemple, de mutualiser l'investissement dans les lignes de transport, comme ce qui se fait en Europe, parce que comme l'investissement est très lourd et les banques sont réticentes à financer ce type d'investissement, 2, 3, 4 producteurs peuvent se mettre ensemble pour ériger des lignes de transport, puisque l'essentiel c'est que l'électricité, le produit final vienne aux populations, aux consommateurs. Donc je pense que ça permet de densifier le marché et permettre avec
je pense qu'il faut toujours le mettre en parallèle avec le marché de l'énergie, le marché de l'électricité africain que les pays africains sont en train de bâtir. Ça permet même à un petit producteur béninois de pouvoir s'exporter au Ghana, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, et de pouvoir rentabiliser son investissement. Très bien, merci. François Xavier Noumon, merci. Théodule Onsa, Latifo Boni, merci.